Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. Avec vous pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. Bonjour. Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique. Bonjour. Et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins. Vous pourriez venir en studio un peu. Cette semaine. Bonjour. Voilà. Vous pourriez venir en studio de temps en temps. Hein ? Je viens. Vous viendrez. Évidemment. Vous me manquez. Oui. Me manque. Bah oui, le contact physique. On va évidemment revenir sur ce qui s'est passé au Stade de France, surtout sur les suites et l'audition de Gérald Darmanin et de la ministre des Sports, Madame Oudéa Castéra, dans le cadre de cette affaire. La une de Libération, à qui je rends hommage ce matin, qui montre un Darmanin avec un nez de Pinocchio. Je ne sais pas si vous avez vu cette une qui est assez réussie, je trouve, ce matin. On va parler évidemment aussi d'Emmanuel Macron qui lance cette mission flash pour les urgences. Ça a été un déchaînement sur Twitter de médecins qui lui ont dit est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une mission flash? Il y en a surtout une qui avait été lancée il y a assez quelques temps. Et puis le tennis sur Amazon, quand même, ça a fait beaucoup réagir. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alexis, on va commencer avec vous. Oui, c'est un coup de gueule. Alors moi c'est un coup de gueule, une fois n'est pas coutume. Cette fois-ci c'est sur le vote des Français de l'étranger qui est autorisé depuis le 27 mai. Ils votent avant les Français qui sont ici en métropole. Ils ont jusqu'à aujourd'hui midi et il se trouve que ce vote par Internet des Français de l'étranger a subi un bug. 12% des inscrits n'ont pas pu voter. Alors il semblerait que ce problème soit réglé ce matin, mais ceux qui avaient une adresse AOL ou Yahoo ne recevaient pas le code de validation pour leur vote. Donc on est quand même sur un système de vote par Internet avec une validation par un code qui est envoyé par mail, et quand vous avez une adresse mail Yahoo ou AOL, et ils sont nombreux à l'avoir, 12% à peu près des inscrits, vous ne pouvez pas voter. Moi ça me pose question sur la validité de ce vote, sur l'encadrement de ce vote, sur comment on peut s'assurer que son vote est pris en compte quand on vote depuis l'étranger et qu'on ne va pas faire je ne sais pas combien d'heures d'avion pour pouvoir venir voter en juin, là, c'est la semaine prochaine. Donc tout ça, quand même, c'est encore un fiasco de plus pour Gérald Darmanin. Ça commence à faire beaucoup. Alors, on parle beaucoup du Stade de France et on va en parler et c'est important. Mais ça, il en va de la démocratie, de l'organisation des élections, et même ça, visiblement, l'État français est incapable de l'organiser. Alors peut-être que McKinsey n'a pas fait de conseils ou d'études sur l'organisation informatique du vote par Internet. Mais moi, ça me pose question et je trouve que c'est un scandale qui n'a pas été traité à sa juste valeur parce qu'il en va de l'organisation du vote et donc de la démocratie en France. Ouais, enfin, ça va, vous n'êtes pas assisté non plus, quoi. Vous pouvez vous créer une adresse en Gmail, faut pas exagérer non plus, non. Mais c'est grave. Vous êtes, mais enfin, c'est grave de quoi? Enfin, AOL, ça date de quand? Je crois que c'était ma première adresse mail, effectivement. Oui, mais il y a Yahoo aussi. Oui, Yahoo aussi, je suis d'accord. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Oui, je suis d'accord, ça ne fonctionne pas, mais 12% des inscrits. Ouais, enfin, pour l'instant, il n'y a que 13% des Français qui ont voté à l'étranger, donc ils sont pas précipités non plus. Non, ils attendent de voter aussi en physique. Sur le vote Internet n'est pas non plus le vent en poupe. Mais quand même, Pascal. voilà, mais j'entends ce que vous dites. Ajouté à la longue liste des dysfonctionnements de l'État français. Oui, je pense quand même que ça reste assez anecdotique, par rapport. En revanche, ce qui alerte, c'est qu'il y a quand même 11 députés des Français de l'étranger qui sont élus avec des participations très faibles. La représentativité de ces députés, c'est quand même pas grand-chose. Peut-être qu'il faudrait revoir un peu ce quorum. On l'avait évoqué ça avec Régis de Castelnau. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, vu le peu d'intérêt que manifestent les Français de l'étranger pour la politique intérieure, ils méritent autant de députés. D'ailleurs, il y a des pays où la participation est prise en compte pour la répartition du nombre de députés, et finalement, c'est pas si mal que ça. Oui. Juste un petit mot technique, c'est un vote qui est compliqué à mettre en place. Alors j'entends bien le coup de gueule sur le bug informatique.
mais il faut savoir que pour pouvoir se rendre, donc c'est plutôt un système à améliorer. Lorsque vous habitez le fond du Wisconsin, pour pouvoir aller voter à Chicago, c'est plusieurs centaines de kilomètres à faire pour pouvoir aller voter. Donc c'est compliqué, les circonscriptions sont très grandes. La circonscription d'Amérique latine, elle va du Chili jusqu'en Colombie, pour vous donner une petite idée. Et celle du nord de l'Amérique que je connais mieux, c'est États-Unis plus Canada, donc de Calgary jusqu'à Washington. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Alors sur la participation, il y a aussi probablement un travail qui doit être affiné, parce qu'il faut savoir que les Français de l'étranger ont à la fois des représentants, des sortes de représentants, il y a les représentants consulaires, et puis cette députation est très nouvelle, ça date d'il y a 2 mandats, c'est Nicolas Sarkozy qui l'avait créé, donc c'est encore très nouveau. C'est compliqué de mobiliser, c'est pas une circonscription, un territoire bien compact, c'est vraiment très compliqué de communiquer, de leader cette communauté. Donc je pense que c'est plutôt un système qu'il faut améliorer plutôt que d'abandonner. On a un auditeur qui nous fait une réflexion, Stéphane, qui dit les Français, en gros, ça prouve que ça fonctionne puisque la faille a été détectée. Judith ? Oui, c'est surtout que depuis que cette députation des Français de l'étranger a été créée pour sauver des sortants du territoire français qui n'arrivaient pas à se faire réélire ou qui étaient en danger dans leur circonscription d'origine. Donc c'est quand même... Et c'est un vote très légitimiste. Vous regarderez que c'est un vote très légitimiste parce qu'on a un peu étudié la question. En général, les Français de l'étranger votent globalement sur le vote présidentiel. Oui, mais enfin c'est surtout un poste de confort, quoi. C'est un poste de rattrapage. Et quid de Manuel Valls, nous le verrons. Alors Pascal, je sais pas, oui, c'est un peu. Non, on va le faire après parce que c'est vrai que ça risque de durer un peu. Jean-Claude, contentieux également. Vous voulez parler des étrangers? Oui, enfin le contentieux administratif lié au recours de les OQTF, enfin toute obligation de quitter le territoire, de quitter le territoire français engorge les juridictions administratives. Alors pour moi, ça pose un double souci, à la fois pour les personnes qui sont en cause, des justiciables, parce que ça veut dire que sans préjuger du bien fondé ou du mal fondé du recours qui est fait, un justiciable qui est au demeurant étranger doit attendre énormément de temps avant d'avoir une décision. Et donc cela veut dire qu'au bout d'un moment, on peut dire, premièrement, si la personne est dans son droit, elle est dans son droit, il faut qu'elle le sache rapidement. Si elle n'est pas dans son droit, eh bien ça traîne. Et après, on voit bien les difficultés que ça pose de dire aux gens, après très longtemps, vous quittez. On vous dit, on m'a laissé, j'ai beaucoup attendu, je me suis installé, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une nécessité de traitement de la justice administrative qui doit être reprise en main parce que personne n'est satisfait. Et sur le plan de l'état de droit, ça n'est pas non plus une bonne chose que la justice ne soit pas rendue très rapidement sur ces sujets-là. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait soit des recrutements de tribunaux administratifs, soit des procédures d'urgence en tout cas. Alors je découvre les chiffres ce matin, c'est un rapport qui a été remis au Premier ministre. Le contentieux des étrangers représente plus de 40% de l'activité des tribunaux administratifs et plus de la moitié de l'activité totale des cours administratifs d'appel. Oui. Judith, il m'avait semblé que Emmanuel Macron, avant sa réélection, avait annoncé comme une nouvelle formidable que désormais les OQTF, obligation de quitter le territoire, seraient exécutoires dès qu'elles étaient prononcées par le préfet. Et il nous disait que ça allait résoudre précisément ce problème des étrangers demandeurs d'asile repartir chez eux, déboutés. Alors vraiment, c'était l'affaire du siècle. Voilà, on avait compris les raisons du blocage, près de 90% des déboutés qui restent sur le territoire national. On avait trouvé la solution. Mais vous voyez, là encore, c'est pour cela que quand on fait les annonces à nos concitoyens, il faut s'assurer qu'on se donne les moyens de mettre en œuvre les politiques qui sont faites. Parce que quelles que soient les bonnes intentions, si vous n'avez pas à la fois de magistrats ou en tout état de cause de fonctionnaires pour pouvoir gérer les dossiers, les gens se
se disent, le concitoyen lambda se dit, vous voyez, ça ne fonctionne pas, et on se moque de nous. Donc c'est là où il nous faut aller jusqu'au bout du processus. Donnons-nous les moyens de mettre en œuvre les policiers vous expliquent que c'est extrêmement compliqué, une fois que même la décision a été prise, de renvoyer ces étrangers chez eux. Alors, Valérie, il y a deux sujets. Je pense qu'il y a le sujet de l'arrivée en France, puisqu'effectivement a été évoqué le fait de faire traiter dossier au pays de départ, et le fait que quand les gens sont là, il faut les gérer suivant notre état de droit. Il y a aussi Judith, c'est 10h58, bientôt le journal, et donc c'est important. On marque une petite pause et on se retrouve, on va continuer tout de suite après. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Et on débat et on commente l'actualité, évidemment, celle du Stade de France, du ministre de l'Intérieur et de la ministre des Sports qui vont être entendus au Sénat sur ce qui s'est passé. La une de Libération ce matin, fiasco au Stade de France, Darmanin refait le match. Ils sont toujours très doués sur les titres, avec un Darmanin qui a un nez de Pinocchio. On va parler de cette mission flash pour les urgences, comme si on avait encore besoin d'une mission pour comprendre ce qui se passe à l'hôpital. Et puis le tennis, si on a le temps, on en reparlera. Tennis sur Amazon, l'argent roi dans le sport. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne, éditorialiste sur Sud Radio tous les mercredis matins, est avec nous. Jean-Claude Beaujour également, avocat, vice-président de France-Amérique. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, et Pascal Jalabert, journaliste politique et éditorialiste. On continue. Alors peut-être quand même, on était sur ce que vous disiez à propos des obligations de quitter le territoire. Vous vouliez compléter peut-être ce que nous disions sur le coup de gueule de notre ami Jean-Claude Beaujour qui nous révélait effectivement ces contentieux qui envahissent et qui occupent les tribunaux. Oui, par ailleurs, la plus haute juridiction, la Cour qui s'occupe spécifiquement des recours des déboutés du droit d'asile, est une cour composée de magistrats à la retraite. Moi, j'ai rien contre les gens qui sont à la retraite, mais qui, dans les activités et dans le rythme, ajoute à la lenteur des procédures. Elle est connue pour ça. Ouais. Oui, non, mais c'est un petit procès. D'intention, mais l'essentiel, mais l'essentiel malgré tout, et quel que soit ce qu'on peut en penser, moi je pense que nos concitoyens attendent d'un état de droit qui soit efficace et qu'on ne reste plus à des annonces, mais que concrètement ça se voit. Donc effectivement, l'idée c'est que la justice soit rendue dans un délai raisonnable. Judith, votre coup de gueule qui va amorcer tout à l'heure notre coup de cœur, pardon, au contraire. Je veux déclarer ma flamme au Sénat. Oui. Alors on appelle ça en anglais une impopular opinion, c'est-à-dire une opinion impopulaire. Mais qu'il est devenu de plus en plus quand même. C'est vrai que ça va contre la démagogie ambiante qui consiste à dire que les parlementaires ne servent à rien et que au Sénat tout le monde dort après des repas trop riches et trop arrosés. Eh ben non, pas du tout. Et on vient d'en avoir une nouvelle preuve avec l'audition cet après-midi. Tout le monde en parle, du ministre de l'Intérieur, de la ministre des Sports sur les événements de Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas la première fois, loin de là, que le Sénat se distingue. Par exemple, quand il y a eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur l'affaire Benalla, fiasco total. Le pouvoir a bien été obligé d'accepter parce que la pression était trop forte. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle a implosé, tout simplement parce que Richard Ferrand, qui la présidait, a refusé d'auditionner des députés qui ne venaient pas de la République En Marche, excusez du peu, c'est-à-dire qu'il ne faisait parler que les députés de la majorité. C'est le Sénat qui a repris l'affaire en créant sa propre commission qui, elle, a abouti à déceler des dysfonctionnements graves. On attend encore que de la justice, d'ailleurs, s'en saisisse. Enfin, pour certains, elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. Pour certains mensonges de très hauts dignitaires, elle a décidé qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre. On attend encore les suites. Autre exemple, la gestion de la crise sanitaire. Alors là, pareil, arrêté avant d'avoir pu produire tous ses effets à l'Assemblée nationale, présidé par...
dont une des co-rapporteurs était Madame Yaël Braun-Pivet, La République En Marche, qui était à l'époque présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, ouais. et qui a tellement bien fait son travail, qui a tellement été efficace et fidèle, qu'elle en a été récompensée en étant ministre des Outre-mer. Et pareil, c'est le Sénat qui a repris le bébé, Absolument. qui a fait sa commission d'enquête et qui a abouti à la révélation de dysfonctionnements très graves. Bon, je vous citerai pas McKinsey, mais c'est exactement C'est pareil. le Sénat Donc, aussi. Vive le Sénat, bravo le Sénat qui restaure l'honneur du Parlement à un moment où plus que jamais l'Assemblée nationale est transformée en chambre d'enregistrement. Et je viens de parler de la nomination de Yaël Braun-Pivet au gouvernement. Je pourrais aussi citer celle d'Olivier Véran, ci-devant ministre de la Santé. Ministre des Parlements, des relations avec le Parlement cette fois-ci. Voilà, rien que ça, ministre des Relations avec le Parlement, alors qu'il s'était illustré en pleine crise sanitaire en disant à des députés dont il trouvait qu'ils discutaient de questions subalternes alors qu'il leur demandait de prolonger l'état d'urgence sanitaire, tout simplement Olivier Véran dans l'hémicycle leur a dit: si vous n'êtes pas content, partez. Oui. C'est bien, c'est chaud d'ambiance. Récompense, ministre des Relations avec le Parlement. Chaud d'ambiance. Pascal, je vous donne la parole dans un instant. Moi, je voulais vous raconter l'histoire de cette jeune femme qui a été fauchée par un chauffard à Paris, 24 ans. Elle est morte sur le coup. Elle traversait au passage piéton vers Châtelet-Les Halles. Et ce sont des chauffards qui fuyaient la police, des délinquants qui cherchaient à échapper à la police, qui ont tué cette jeune femme. Ça rappelle l'affaire du fils de Yannick Aleno. Elle ne porte pas de nom célèbre, donc on en parle moins. Néanmoins, l'histoire est la même de voyous qui refusent d'obtempérer. Et tout cela, ça se résulte avec la mort d'une jeune femme de 24 ans. Et c'était absolument terrible, terrifiant. Un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France. Là aussi, on se demande quand est-ce que les choses vont changer. Oui, donc en effet, ça a été médiatisé parce que c'était quelqu'un d'une famille, une personnalité très renommée, Yannick Aleno. Mais c'est vrai que moi, pour avoir travaillé très longtemps en presse régionale et pour lire les quotidiens régionaux, c'est tous les jours dans les colonnes qu'on voit ce type de comportement routier. Alors, des fois, ce sont des blessés, y compris d'ailleurs parfois des forces de l'ordre, voire des pompiers ou des personnels médicaux. Et puis, hélas, des drames. C'est absolument... c'est gravissime. Et en effet... le code pénal n'a peut-être pas pris la mesure de la gravité de ce qui est qualifié comme coups et blessures involontaires, homicide involontaire, etc. D'autant que très souvent, il y a des agissements en récidive. Oui, c'est ça. Voilà, c'était le cas dans l'affaire Aleno. Donc là, sans doute, et Rémi Hetz, à l'époque, qui est maintenant procureur de Paris, à l'époque, il était délégué à la cité routière, il avait pointé ces faits. Je pense que le ministre de l'Intérieur, si c'est toujours le même dans quelques semaines, devra s'y intéresser. Alors, je veux bien qu'on baisse les sanctions sur les petits excès de vitesse, mais là, pour le coup, ça manque peut-être de sanctions. Formidable délégué Rémi Hetz, qui avait fait beaucoup pour la sécurité routière. Qui avait fait beaucoup et qui est regretté par tous les professionnels. Ça me fait penser qu'on ne connaît pas le nom du délégué. Vous le connaissez à la sécurité routière ? Que non. Il y a une époque, on les connaissait. Aujourd'hui, même s'ils sont parfois illustrés par leur incompétence, mais là, aujourd'hui, on ne sait pas. C'est quelqu'un... Mais pour revenir sur le cœur du problème, un des aspects aussi gravissimes de cette situation, c'est que les policiers, à cause des risques, renoncent à poursuivre. Bien sûr. Dans le cas des rodéos urbains, c'est même carrément une consigne de Gérald Darmanin, du ministre de l'Intérieur. N'essayez pas de poursuivre ni d'interpeller parce que il pourrait y avoir des victimes et vous pourriez causer des accidents mortels, que ce soit de la part des contrevenants ou des gens qui passaient par là et qui sont des victimes. Alors elle s'appelle rien à faire avec l'histoire. Marie Gauthier-Melleret. Elle a été nommée
le 24 juin 2020, cette dame, et j'avoue que son nom m'était totalement inconnu. Vous voulez dire un mot Oui, mais moi, vous savez, je redirai ce que je dis toujours. Nous sommes dans un état de droit qui ne va pas jusqu'au bout du processus, où il n'y a pas le respect de l'autorité, où effectivement il faudrait que les mesures qui ont été annoncées entrent en vigueur de manière beaucoup plus rapide, de manière beaucoup plus effective, une justice qui aille beaucoup plus vite, qui sache trancher, qu'on rende effectives les peines, parce que souvent les peines existent, mais simplement... Qu'on restaure les courtes peines, c'est essentiel ça. Absolument, et je pense que, vous voyez, on arrive vraiment à un point de basculement dans notre société où l'exemplarité, le besoin d'exemplarité de haut en bas doit fonctionner à fond. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Alexis, sur ce sujet, c'est vrai qu'aujourd'hui, tuer quelqu'un en voiture, vous prenez finalement moins que pour un meurtre. Enfin, c'est pas la même. C'est pas nouveau sur ce cas-là. Et il y a plein de questions sur la sécurité routière qui restent en suspens, sur l'âge de certains conducteurs aussi, qui mettent en danger et le conducteur et les gens autour. Sur évidemment l'ensauvagement. Alors c'est un terme qui prête à débat, mais en fait, regardez ce qui s'est passé au Stade de France, regardez les chiffres des coups de poignard quotidiens en France, des attaques au couteau, regardez les chiffres de ces refus d'obtempérer, enfin tout est dans le rouge. Il y a un vrai délitement du lien social qui va au-delà de l'explosion des inégalités, c'est-à-dire qu'il y a un non-respect de la personne humaine systématiquement dans la société qui va mais jusqu'au meurtre, parce que quand on fuit et qu'on sait très bien qu'on va griller un feu rouge, c'est meurtrier ce type de comportement, et la justice ne suit pas, évidemment. On manque de places de prison, on voit une justice laxiste, on parlait des OQTF, ça c'est un laxisme de plus, mais regardez le nombre de peines aménagées parce qu'on ne sait pas quoi faire de tous ces délinquants du quotidien, mais ça va au-delà, on parle là de meurtriers potentiels, on parle de psychopathes, on parle de gens dangereux pour la société, et la société ne sait pas quoi en faire. Enfin, si, elle sait quoi en faire, mais justement, est-ce qu'on s'est donné les moyens au cours de ces dernières années? Pas du tout. Absolument. Pas du tout. C'est un déni total. Regardez le ministre de l'Intérieur, il donne des moyens tardifs pour les policiers, pour refaire déjà ne serait-ce que les outils de travail, la voiture, les commissariats, etc. Mais sur la façon dont on traite ce délitement du lien social, rien n'est fait. Alors on a mis de l'argent pour essayer de faire des choses, la réinsertion par le sport, etc. Mais à un moment, il faut se poser les vraies questions. Comment on traite l'origine du mal? Comment on arrête en fait d'avoir une société qui fabrique de la psychopathie, des gens qui sont dangereux pour le corps social? Ça, il n'y a pas de réponse. Petite pause, et après, Pascal Jalabert, vous allez avoir un coup de gueule sur le job dating de l'Académie de Versailles. C'est un sujet que je voulais que nous traitions également, et nous parlerons évidemment du Stade de France et de Gérald Darmanin, qui est, pour le moins qu'on puisse dire, dans l'embarras. Peut-il rester? À tout de suite. Radio 10h midi, Valérie Expert. Débat. La suite de nos débats, on va revenir sur les événements au Stade de France avec l'audition de Gérald Darmanin et de Madame Oudéa Castéra, ministre des Sports. Mais Pascal Jalabert, c'est un sujet que je voulais que nous traitions ce matin, donc ça tombe bien puisque c'est votre coup de gueule. Oui, donc c'est ce job dating pour recruter des profs dans l'Académie de Versailles. Alors l'Académie de Versailles, c'est évidemment des moins demandés parce que d'abord le coût de la vie est cher, et puis surtout il y a beaucoup d'établissements difficiles. Mais bon, je suis désolé, un job dating, c'est fait pour recruter soit des saisonniers dans des travaux basiques, soit dans des entreprises, des gens qui ont déjà une expérience et déjà une formation bien spécifique. Quand vous recrutez un ajusteur, vous êtes une entreprise, très souvent les profils que vous avez en face de vous, ils ont fait 5 ans d'ajusteur ailleurs, etc. Là, un prof, c'est peut-être vieux jeu, mais on avait d'excellentes écoles normales d'application dans les départements pour former nos instituteurs. Ça a produit des générations d'excellents instituts. Un prof de collège ou de lycée, il passait avec un prof plus expérimenté que lui 1 an, voire 2 ans en co-formation dans un collège ou un lycée. Ça se forme un prof pendant 3-4 ans en fac, puis pendant 1 ou 2 ans avec des formations spécifiques sur la pédagogie, et on le teste en réel dans une classe. Enfin, c'est complètement décalé. C'est absolument voilà, on va
va lâcher ces jeunes dans des classes, en plus, évidemment, dans des établissements difficiles, parce que c'est là où personne ne veut aller, donc avec une responsabilité très lourde. Ouais. Et les élèves de ces classes-là, évidemment, quand ils sentent que le prof hésite un peu, que ce soit sur le contenu de ce qu'il va enseigner ou sur ses méthodes d'enseignement, vous pensez bien qui s'engouffrent dans les brèches et qui mettent le bazar tout de suite. Certains enseignants ont dit que c'était une véritable gifle pour eux. Voilà, c'est une gifle pour les profs expérimentés, c'est une gifle pour le système éducatif français tel qu'il a été conçu, alors c'est peut-être un peu vieux, mais par Jules Ferry, avec nos belles écoles normales d'instituteurs et avec nos beaux concours du CAPES, de la grecque et nos formateurs. Sauf qu'il ne vous a pas échappé que plus personne n'y va pas. Mais justement, ne veut y aller. La question la plus intéressante, Pascal, c'est pourquoi on en arrive là. Bien sûr. Et ma réponse, pourquoi on en arrive là, parce que les politiques d'éducation nationale successives ont fait du métier d'enseignant un métier épouvantable. Il faut avoir soit une vocation à la sainteté, mais je pèse mes mots pour accepter de le faire, soit un énorme besoin d'avoir beaucoup de vacances et de gagner de l'argent en étant payé pendant ses études, et donc pas de vocation du tout, et là on n'est plus motivé. Ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est-à-dire cette science de l'éducation qui inverse la relation professeur-élève en faisant de l'élève le centre du système, qui introduit une horizontalité, c'est-à-dire que l'élève et le prof sont égaux, le prof sont égaux, pardon. Oui, il faut que je retourne à l'école. Et il n'y a plus de relation d'autorité. Toute autorité est contestée. Et puis il y a le fameux pas de vague des ministres de l'éducation successifs. Et même si Jean-Michel Blanquer, quand il est arrivé rue de Grenelle, a dit avec moi, ça sera fini du pas de vague, ça a continué. Et le résultat, c'est ça, c'est qu'on ne trouve plus de gens pour exercer ce très beau métier, parce que c'est devenu épouvantablement dur. Et les quelques-uns qui résistent s'en prennent plein la figure de leur hiérarchie, des académies, des parents, de tout le monde. Oui, c'est très plusieurs points. Effectivement, je rejoins sur le fait qu'on a dégradé l'enseignant. On a oublié un certain nombre de valeurs. Moi, mes valeurs, c'est le savoir, c'est la première clé de la liberté. Et un certain nombre d'auteurs bien connus là-dessus. Moi, je me souviens avoir eu une expérience où j'avais dû expliquer à un directeur des études d'une grande école d'ingénieurs que mes étudiants ne devaient pas arriver après moi. Mais il essayait de négocier, il essayait de m'expliquer que je lui dis non, moi je suis de la vieille école, on n'arrive pas après le prof, surtout lorsqu'il vous donne un petit délai de battement. Et vous voyez, rien que cela, à ce niveau, je parle de très très grandes écoles, on se dit c'est le monde à l'envers, et on vous prend pour un vieux, on vous prend pour un ringard et un conservateur. La deuxième chose, il ne nous aura pas échappé qu'au concours de recrutement, il y a effectivement un désintérêt pour le métier d'enseignant, mais on nous a expliqué qu'il y avait aujourd'hui beaucoup moins d'admissibles aux écrits pour les postes qui avaient à pourvoir. Le nombre de postes, Moralité. Alors, moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, et c'est là où il faut qu'on se réinterroge. Comment expliquer que des gens qui ont des masters d'anglais, master d'allemand, ou tout ce qu'on veut, ne soient pas, en sortant de master, je dis bien en sortant de master, au niveau d'admissibilité d'un concours qui est un concours qui est même pas un concours pédagogique, qui est avant tout un concours de savoir. Donc, est-ce que l'université n'a pas à s'interroger, et au nom de l'égalité de nos gamins, je dis, est-ce qu'il est juste de laisser rentrer des tas de gens, de les laisser faire des études, leur dire au bout de 4 ou 5 ans, je suis désolé, avec même un master, vous ne pourrez pas être enseignant. Vous êtes allé voir à quoi ressemblait... Vous voyez que j'ai volontairement fait une question très ouverte. Alors, Alexis, sur ce job dating qui est effectivement sidérant, quand on lit le compte-rendu des journaux ce matin qui sont allés couvrir l'événement, déjà le mot de job dating me hérisse un petit peu, et donc ce sont des candidats qui sont en reconversion professionnelle, qui disent je ferai sûrement un bon prof, moi j'aurais plutôt les maths. Alexis, vous en pensez quoi? Alexis Poulain?
On a perdu Alexis. Voilà, dans le son est là. Pardon. Ouais, allez-y. Bon. Ouais. Ça va de la déconstruction de l'État et de la République, puisque l'éducation, enfin la République, l'éducation est au cœur du projet. Et l'idée de dire que finalement c'est un job pour quelqu'un qui va faire une reconversion avec tout ce qu'on va avoir de démission, de réalité dure du terrain. Être face à élèves, c'est quelque chose. Quand vous êtes professeur, attention, il faudrait que les ministres voient ce qui se passe dans des classes quand c'est pas des classes Potemkin, pour qu'ils comprennent que faire de l'éducation, c'est peut-être 20% du temps. Le reste du temps, c'est essayer de tenir une classe. Parce que ça part dans tous les sens. Mais Kevin Bossuet nous avait raconté que son précédent proviseur avait fait mettre des vélos dans le fond de la classe pour épuiser les élèves fatigants, agités. Donc on leur disait, toi tu vas dans le fond de la classe et tu pédales. C'est ça. Non mais c'est dingue. C'est-à-dire qu'on a affaire à une réalité du terrain qui n'a rien à voir avec le fantasme des différents ministères et cabinets de conseil qui sont en train de réinventer la fonction de professeur ou d'éducateur, parce que ça va devenir de l'éducateur, plus du professeur. On n'apprend plus rien. Enfin, l'idée d'apprendre, même les programmes sont faits pour que l'apprentissage soit déstructuré. Il n'y a plus de ligne chronologique. On n'apprend plus correctement. Oui, c'est ce qu'on appelle le pédagogisme. Je faisais réviser le bac quand il y avait encore le bac. Un de mes fils, il savait même pas ce qu'était le goulag, alors qu'ils avaient fait l'URSS. Non mais c'est dingue. Ah, mon pauvre monsieur. On faisait quand même son travail. Non, mais c'est des trucs comme ça où on se dit c'est pas normal qu'il y ait un trou pareil dans la raquette. Enfin, oui, mais c'est le cas. Enfin, on va en reparler. J'espère qu'on aura le temps. On va avec l'hôpital. Il y a un trou dans la raquette colossal. Oui, mais c'est ça. On dégoûte les gens, on dévalorise les métiers, on ne paye pas et on fait en sorte que ça devienne des jobs. Il faut juste occuper les gens et faire en sorte que tout ça n'aille pas dans la rue. Ça continue à fragmenter notre société parce qu'évidemment, quand on a un certain savoir, on peut accompagner l'enfant, on peut accompagner son environnement. Quand on a un peu d'argent, on peut aller dans le bon établissement de santé. Quand on a un parent prof, ça va très bien. Quand on a les moyens de payer un couche à cadeau, ça va mieux aussi. Et c'est là pour moi où c'est important. Et puis la grande masse, elle suivra plus ou moins, et puis on s'en fiche, et c'est là où est la fracturation de la société française et le vrai danger. Mais l'école française non seulement ne corrige pas les inégalités de naissance qui devraient être sa vocation première, mais les aggrave. Alors hier, Régis Castelnau nous donnait cette information, notre nouveau ministre Papendiaï, ses enfants vont à l'école alsacienne. Ah oui, bien sûr. Donc l'école alsacienne est une école d'excellence, une école privée du 6e arrondissement de Paris. Gourdance, notre auditeur fidèle, nous dit pour son recrutement, l'Académie de Versailles est pauvre comme job dating. Ça, c'est des gens un peu lettrés qui peuvent comprendre. Et il nous dit, je suis de la vieille école, celle dont on se souvient avec une nostalgie bienveillante de ses maîtres et de ses professeurs, et je suis entièrement d'accord. Alors on va pas jeter l'opprobre sur les enseignants qui font un boulot formidable pour ceux qui tiennent encore le coup. Non, au contraire, Valérie, ce qu'on veut dire, c'est compliqué quand vous avez des parents d'élèves qui viennent vous dire ce qu'il faut dire, ce qu'il faut enseigner, qui viennent vous demander des explications. Moi, à mon époque, on avait plutôt peur de dire aux parents qu'on s'est fait recommander par les enseignants. Il faut qu'on marque une pause. C'est insultant pour les profs qui font leur boulot correctement. Non, mais vous avez raison, moi je trouve que c'était un sujet important. C'est pour ça que j'ai commencé par une ode aux profs, aux enseignants. Et effectivement, une pensée pour Samuel Paty. Laurence a raison. Samuel Paty, mort pour avoir voulu enseigner. Voilà. Pardon ? Le programme. Oui, le programme, absolument. On se retrouve dans un instant avec vous. Stade de France, Gérald Darmanin, le préfet de police, sont-ils sur la sellette? À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Débat. Les débats avec vous sur Sud Radio, Alexis Poulain, Jean-Claude Beaujour, Judith Weintraub et Pascal Jalabert pour débattre et commenter l'actualité qui continue évidemment de s'intéresser, s'intéresse pas à l'actualité d'ailleurs, c'est pas français, c'est l'actualité qui nous donne ce sujet qui est ce qui s'est passé, les incidents au Stade de France samedi soir. Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castéra vont être auditionnés par les sénateurs aujourd'hui.
hommage vibrant rendu par Judith Weintraub à ses auditions sénatoriales. Ils veulent savoir, les sénateurs, oui, pourquoi la note du renseignement qui alertait sur les risques de débordement quelques jours avant le match a été ignorée. Ils veulent savoir aussi comment cet événement a été piloté, la chaîne de commandement, les ordres, etc. Il y avait des gens qui étaient au courant. Emmanuel Macron, lui, a dit qu'hier, c'était un problème gouvernemental. Et écoutez ce que disait Patrick Caner ce matin. Il était l'invité du Grand Matin Sud Radio. Une faute politique de quelqu'un qui n'est jamais cité dans cette affaire, c'est Emmanuel Macron. Qui a demandé à ce que cette finale, une fois Saint-Pétersbourg écartée le 25 février, qui a demandé à ce qu'elle ait lieu en France, alors que nous savions que nous étions en période électorale, en période post-électorale, en période de lancement du gouvernement? C'est Emmanuel Macron qui, voilà, sur ses ergots, a dit mais nous allons accueillir cette finale au Stade de France. Donc il y a une erreur d'appréciation. Ça c'est une faute, oui. C'est une faute. Oui, Patrick Caner qui a été ministre des Sports. Pascal Jalabert, vous me disiez hors antenne qu'en fait les vigiles avaient été recrutés sur Facebook. Alors voilà, les stadiers, vous savez, c'est ceux qui ont des gilets jaunes, qui sont là pour assurer la sécurité à l'intérieur du stade ou autour, c'est-à-dire pour composter les billets, éviter les envahissements de terrain. Donc ils ont été recrutés sur Facebook parce que les sociétés qui les fournissent n'en avaient pas assez. Donc au dernier moment, on a ça sur Facebook. On a bouclé le recrutement 3 jours avant, avec des formations entre 2 et 4 heures. Donc voilà, ça fait partie de la série de dysfonctionnements. Et quand on met bout à bout les dysfonctionnements, on a un condensé tout ce qui va mal en France. Et pourquoi difficulté de recrutement, parole publique qui part dans tous les sens, avec les fameux 30 000 faux billets, qu'il y en a eu 2700. Problème des banlieues, problème d'impréparation et d'imprévision. Grève RATP. Quand vous additionnez tout, on a un problème. Pascal, maintien de l'ordre délirant. Maintien de l'ordre délirante. Donc, vous avez une somme de tous les dysfonctionnements du pays, un condensé de tout ce qui va mal. Donc, voilà, à un moment donné, il faut savoir en tirer les conclusions et surtout ne rien oublier, parce que Gérald Darmanin a tenté de tout faire reposer sur la seule erreur commise. C'est la faute aux Anglais. Voilà, ils ont commis une erreur. C'est ça, la faute politique, c'est de ça dont on va parler là. Ils ont commis une erreur, c'est de refuser les billets informatiques pour des billets papier. Ça, alors qu'on sait que le billet informatique, on ne peut pas le falsifier. Bon, mais malgré tout, il n'y en avait que 2700, il n'y en avait pas 30 000. Et rappelons que la SNCF, qui a mesuré les flux, n'a jamais trouvé les fameux 30 100 billets dont a parlé Gérald Darmanin. Donc on a quand même un souci de parole publique et de parole politique, et puis surtout l'impréparation, et alors l'absence de planification. Vous allez me dire, oui, puisqu'il faut parler vrai, on n'a pas planifié cet événement, on ne l'a pas préparé et on aboutit à un fiasco. Et surtout, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'on puisse se dire « Ah non, mais tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de mort ». Ça, c'est monstrueux. Ça, c'est quand même... Moi, je voudrais rajouter sur un sujet que je connais un petit peu, ce sont les fameux stadiers. Comment vous... Pourquoi vous connaissez, vous avez été stadier ? Non, mais je vais vous dire... On veut toujours tout et son contraire. On veut que ce soit des gens formés, en quantité suffisante, qui assure correctement la sécurité. La sécurité est un métier. Il y a de l'apprentissage. Or, vous avez des gens qui, effectivement, sont recrutés à la dernière minute. Et pourquoi est-ce qu'on a du mal à recruter ces gens-là ? Parce que toutes les sociétés qui font appel aux sociétés de sécurité, elles tirent vers le bas. On paye au SMIC et on gratte sur le montant. Moralité de l'histoire, c'est que la société qui, elle, est chargée de recruter, eh bien, elle recrute pas nécessairement les bonnes personnes. Elle recrute, il y a beaucoup de turnover, etc., etc. Voilà un sujet très précis, y compris lorsque la commande vient de la commande publique, où on regarde que le prix. On regarde que le prix. Vous ne pouvez pas avoir un prix bas et la qualité. Donc effectivement, quand il y a un incident, les gens ne sont pas préparés à gérer cet incident. Mais au-delà des causes, c'est la réponse. C'est la réponse. Ah oui, non, mais bien sûr. Aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que peut-être que s'il y avait une autre réponse, on n'en serait pas là aujourd'hui, Alexis Poulain. Ce qui est scandaleux, c'est cet exercice de la patate chaude en Macronie. C'est toujours la faute des autres. Là, en l'occurrence, la faute du supporter anglais. Moi, j'aimerais m'excuser auprès de nos amis anglais parce que la façon dont ils sont traités est proprement scandaleuse. La maire de Liverpool, le président du club, ne croit pas une seconde les mensonges de Gérald Darmanin. 30 000, 40 000 faux billets, personne n'y croit, même pas lui d'ailleurs. Mais bon, il continue à faire le mytho, c'est son boulot, c'est dans la fiche de poste. Là, ce qui est dingue, c'est de se dire qu'il continue à s'enferrer dans un mensonge qui va provoquer peut-être un incident diplomatique. L'ambassadeur
l'ambassadrice de Grande-Bretagne a demandé une enquête indépendante. Tout le monde demande une enquête indépendante. Les chiffres présentés par l'Allemand, le préfet allemand et le ministère de l'Intérieur sont totalement fantasques. Et encore une fois, c'est jamais la faute des responsables en Macronie. C'est ça qui est merveilleux. On trouve toujours quelqu'un qui va être responsable. Et c'est vrai que ce Stade de France, ça a montré une image calamiteuse de la France à l'international. C'est-à-dire que les gens se rendent compte de l'effondrement de notre pays. Incapable d'organiser un événement de grande ampleur sportif, incapable d'organiser la sécurité des gens qui venaient. Parce que le vrai problème, au-delà des gens qui avaient des faux billets, c'est la façon dont les supporters anglais ont été dépouillés par les gens, les jeunes, entre guillemets, qui étaient venus là pour les dépouiller. Les délinquants, vous pouvez le dire. Arrêtons de les appeler des jeunes. Les faibles et faibles avec les forts, c'est-à-dire qu'ils ont laissé rentrer en masse des gens qui resquillaient et qui ont gazé des supporters anglais, des familles. On a vu, les images sont dingues. Et ça, c'est à l'international que ça tourne. Et en France, on a l'impression que non, ça va tenir dans le déni. On va continuer de faire semblant que tout va bien. Or, ça y est, c'est officiel. La France est un pays en faillite. C'est tout ce que c'est. Alors, Judith, c'est faute politique. Faute politique Gérald Darmanin. Gravissime. On en discutait avec Jean-Claude hors micro. La bonne réaction eût été de présenter sa démission après ce fiasco total, démission qu'Emmanuel Macron aurait vraisemblablement refusée, et on serait reparti sur des bases à peu près normales. Mais là, s'enferrer... Peut-être qu'il le fera, on est 3 jours, 4 jours... Ça sera déjà trop tard, parce que là, il apparaîtra comme acculé à présenter sa démission. Mais est-ce qu'il peut rester, jusqu'où va le soutenir Macron? Écoutez, jouer la montre, comme d'habitude. Écoutez, d'après moi, ce que je sais de mes différentes conversations avec les gens qui travaillent dans les ministères concernés, l'heure n'est pas à virer Gérald Darmanin du tout. On compte en revanche, sur les le préfet, élections. peut-être, il était déjà prévu d'être remplacé, donc peut-être qu'il pourrait sauter plus vite que prévu. Mais tout ça, au-delà de l'opprobre porté sur l'image de la France à juste titre, accroît encore un phénomène dont on a vu l'ampleur lors de la dernière présidentielle, qui est la perte de crédit total du politique. Comment voulez-vous que les Français aient confiance dans les gens qui les dirigent, qui nous dirigent, quand ils les voient mentir, travestir la réalité et s'enferrer dans le déni? Comment c'est possible, Pascal Jalabert? Le pire aussi, c'est que là, pour le coup, le renseignement avait fait son travail. C'est-à-dire, ils avaient alerté à la fois, quand ils ont su que la finale c'était à Liverpool, attention, les Anglais vont venir, ils ne veulent pas les billets électroniques, etc. Ils avaient alerté, attention, vous avez Gérald Darmanin les appelait les riverains, donc pour désigner ceux qui les ont détroussés, qui sont à l'affût et qui en effet ont profité de la confusion pour s'imposer. Donc c'est une chaîne de dysfonctionnement. Mais ça, il n'en a jamais été question. Gérald Darmanin n'a jamais stigmatisé les banlieues. C'est le supporter anglais. C'est là où c'est dangereux, parce que vous avez évidemment l'extrême droite qui a tout de suite stigmatisé les jeunes et l'extrême gauche qui a stigmatisé l'échec du maintien de l'ordre. On ne peut pas rester dans ce débat caricatural, c'est pas possible. Sinon, on va pas avancer. Ce qui est en cause, c'est la République, c'est la capacité d'un grand pays qui est la France à organiser un événement international. On a vu qu'il y avait la faille là-dessus, mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quand même le politique. Là aujourd'hui, le mensonge affiché. Après, que le préfet soit fusible, oui, parce que c'est quand même sa responsabilité opérationnelle sur le maintien de l'ordre, y compris d'ailleurs le responsable de la sécurité globale de l'événement, qui semble-t-il était en tribune quand ça se passait mal en dehors. Donc là, en effet, il y a la responsabilité opérationnelle, mais il y a évidemment la responsabilité politique. Et on ne peut pas se contenter d'entendre dire que c'est la faute aux Anglais quand on additionne les dysfonctionnements que Judith et moi avons énumérés tout à l'heure. Ce n'est pas possible. J'ai presque envie de dire, je vais apporter un compliment culturel. Vous voyez, c'est toute la différence entre nous autres latins et puis les protestants. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, cette malheureuse tuerie où très rapidement on a constaté qu'il y avait eu faille de la police. Et vous avez des responsables qui ont dit, à l'évidence, il y a eu un défaut d'appréciation, et donc il y a déjà une part d'admission. Là, nous on dit, vous savez, on est toujours dans l'État ne peut pas faillir.
C'est ça, je pense qu'au-delà de Gérald Darmanin, et il y a eu d'autres ministres de l'Intérieur, je pense qu'on a une culture suivant laquelle l'État ne peut pas faillir. Ben, si l'État, c'est la somme de tous ces services, et il faut parfois admettre, et le préfet a dit lui-même, je n'avais pas suffisamment d'équipe. Je n'avais pas suffisamment... Non, mais il l'a dit. Hein. Donc ça veut dire qu'il s'était pas assez préparé. En tout cas, on constate qu'il y a un problème là-dessus, puisqu'il dit lui-même dans sa déclaration postérieurement, il n'y avait pas suffisamment d'équipe, j'avais déjà des hommes qui étaient... Bah oui, il y a un problème. Donc ça veut dire qu'il y a un souci. Ça fait 3 mois qu'on sait qu'il y a cette finale. Mais bien sûr, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Alexis Poulain. S'il n'y a pas de mea culpa à ce stade-là, je vous rappelle que dans 2 ans, c'est les JO à Paris. Ça risque d'être un carnage. Et c'est pas la reconnaissance faciale demandée par Christian Estrosi qui va changer quoi que ce soit. Non, mais on a su organiser des événements. On a pu le faire. Évidemment. Non, mais il y a eu, je entendais quelqu'un évoquer le concert d'Indochine au Stade de France où il y avait 90 000 personnes. Ça s'est passé normalement. Donc, tous les matchs de rugby, ça se passe très bien. Donc, on peut pas dire qu'on est totalement... L'improvisation, le fait aussi de ce sport national de la patate chaude, c'est pas moi, c'est lui. À un moment, il faut arrêter. On est à 2 ans d'un événement majeur. Si aujourd'hui les leçons sont pas tirées de ce fiasco total, on va au-devant de graves déconvenues et de risques majeurs si on continue comme ça. C'est juste pour le bien de tout le monde. Qu'à un moment, il faut être franc, parler honnêtement et arrêter de raconter des mythos comme le fait Gérald Darmanin systématiquement. Vous pensez qu'il doit partir ou pas? Moi, je Darmanin ouais. Non, Alexis va dire oui. Mais par contre, le préfet allemand, clairement, l'enquête va être d'ailleurs confiée à son prédécesseur qui ne le porte pas vraiment dans son cœur. Donc Michel on peut penser que lui, ce sera le fusible. Mais vous savez, en Macronie, le président Macron l'avait dit, il n'y a pas de fusible. C'est pas comme ça qu'on gouverne. Donc clairement, il y a une protection de fait de la première garde rapprochée par principe de fidélité, tout simplement. Ouais, mais conséquences peut-être quand même sur les législatives qui sont dans quelques jours. Judith Weintraub. Oui, on va voir, parce qu'encore une fois de plus, on est dans une espèce de non-campagne de la majorité sortante, comme on était dans une non-campagne d'Emmanuel Macron. Ce qui a fonctionné à la présidentielle peut-il fonctionner aux législatives? Là, ça commence à faire quand même beaucoup un climat pourri. Donc on attend que la majorité veuille bien entrer en campagne. Le climat est insaisissable. Il y a un grand désabusement, un grand dégoût de la politique, un grand désintérêt, une abstention qui menace d'être plus forte que jamais. C'est difficile dans ces conditions de parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a ça, il y a l'hôpital, il y a la hausse des prix, l'inflation. Oui, alors moi c'est ça que je voulais... dans les urnes que ces colères se manifestent. Jean-Claude Beaujour. Vous avez posé la question tout à l'heure à Judith en disant est-ce qu'il faut une démission du ministre de l'Intérieur, mais je crois que le sujet n'est même plus là pour nos concitoyens. Le sujet, c'est véritablement les soucis au quotidien qu'ils ont. Vous venez de dire c'est le pouvoir d'achat, c'est le boulot, c'est la santé. C'est effectivement la santé parce que nous ne sommes pas à l'abri de soucis sanitaires pour l'avenir. Est-ce qu'on va encore dire qu'on ne savait pas? Oui, c'est ce dont je parle. Et donc, est-ce que nous sommes en mesure d'éviter cette fracture sanitaire? Voilà. Allez, petite pause. À tout de suite. Débat. On est ensemble. J'étais en train on se concentre. On est en train de parler. Vous avez fait un tweet, cher Alexis Poulain. Un tweet qui concerne. Vous avez retweeté Amélie Oudéa-Castéra, la ministre dont nous parlions, ministre des Sports, qui tweet "Don't crack under pressure", ne craquez pas sous la pression. Woke marche ce matin vers le Conseil des ministres et elle se prend en photo en train de marcher, traversant un pont de Paris. Donc non, elle est dans le jardin des Tuileries au soleil, c'est magnifique. Et j'ai tweeté la belle vie des influenceurs parce qu'en fait, on a l'impression que ce gouvernement est sponsorisé par Webedia. Après McFly et Carlito, tous les ministres, en fait, on sait qu'on a perdu Djebari qui était numéro 1 sur TikTok, mais on va sans doute avoir des stars de TikTok qui vont arriver. Et je mets un billet sur la ministre des Sports qui a l'air très bien partie dans la course. Elle avait fait déjà un tweet sur sa morning routine, un petit truc de yoga avant d'aller, pareil, au Conseil des ministres ou je sais plus où. Ça, j'avais bien aimé, moi.
Je la sens très en pole position sur la médaille d'or de l'influenceuse politique du gouvernement. On a été habitués, hein, vous me direz, pendant 5 ans. Et on apprend aussi dans le Canard enchaîné ce matin, je ne sais pas si vous avez vu en parlant d'influenceuse, que Marlène Schiappa pourrait faire son retour en juillet à la demande de Gérald Darmanin, qui pense que c'était une excellente ministre et qu'elle manque. Et ben justement, juste un mot sur Marlène Schiappa. Elle avait commencé exactement pareil en se faisant l'héroïne de ses propres vidéos, notamment Porte de la Chapelle, hein, où elle s'était baladée en robe pour dire qu'on pouvait très bien être une femme, se balader toute seule de nuit en robe Porte de la Chapelle. Et elle a quand même évolué très positivement, puisque on lui doit au moins des déclarations extrêmement fortes sur la laïcité, à un moment où la Macronie se perdait dans ses ambiguïtés et dans ses contradictions. Ce qu'elle a fait pour lutter contre les violences dont les femmes sont victimes est également à saluer. Donc il y a des évolutions positives. Il y a des évolutions positives. Je voudrais qu'on parle de l'hôpital. Donc hier, Emmanuel Macron était à Cherbourg en visite. Je redis que je souhaiterais qu'Emmanuel Macron aille incognito dans un hôpital, aux urgences, à minuit, pour voir ce qui se passe, comment ça se passe, et non pas accompagner tout un aéropage. Bref, il a lancé une mission flash sur les difficultés des services d'urgence. Il dit le système de santé doit faire l'objet d'une vraie révolution collective. Merci, Monsieur le Président. Il a confié donc cette mission flash à François Braun. J'aurais juste rappelé au Président qu'il y avait déjà eu une mission flash qui avait été lancée il y a quelques années par Gérald Darmanin, par Emmanuel Macron lui-même. Il n'est pas responsable de tout, Gérald Darmanin. Non, 3 ans, c'était il y a 3 ans. Donc Agnès Buzyn me confie avec le professeur Carly une nouvelle mission visant à inventer l'avenir des urgences. Mission nationale sur les urgences. C'était il y a 3 ans. Je pense il y a surtout eu le Grenelle. 3 mois de concertation. Absolument. Le Ségur. 3 mois de concertation de mars à juillet. Oui. Donc ça a servi à quoi? 183 € de plus pour les sur 10 ans, sur 10 ans, et ça concerne la médecine de ville aussi. Je vais vous donner qu'un exemple. C'est ce matin chez nos confrères, dans le quotidien Nice Matin, Antibes, qui n'est pas quand même un endroit repoussoir ni défavorisé. Pour que les urgences tournent, il faut 19 médecins urgentistes. Eh bien, il y a 5 postes impossibles à pourvoir à Antibes. Donc 5 postes sur 19, ça fait quand même quasiment 25%, 1 sur 4, et il n'y arrive pas. Pourquoi ? À Nice, juste à côté, ça tient parce que chacun, que ce soit médecin, infirmière, fait un peu de rab par rapport à ce qu'il est censé faire. Donc voilà, ça sont des coins normalement attractifs pour les médecins. Même là, on n'y arrive plus. On n'y arrive plus. Il y a cet été au moins 129 services d'urgence qui vont pas pouvoir tourner, au moins. Donc, on est dans une situation catastrophique, et les présidents de régions, puisque les régions sont aujourd'hui chargées de former des infirmières, constatent qu'après le premier stage en hôpital, qui est souvent aux urgences, 28% des élèves infirmiers quittent ces études-là et partent faire autre chose. Donc voilà où on en est. Cet été, ça peut très mal se passer, mais la bombe à retardement, elle est devant nous. Mais je veux ajouter quelque chose. C'est le docteur Braun qui est chargé par Emmanuel Macron de faire ce rapport flash. C'était le monsieur santé du projet d'Emmanuel Macron. Donc on peut s'attendre à un rapport assez vide, aller voir hôpital par hôpital. Enfin, le constat est fait depuis longtemps, que ce soit le Ségur, que ce soit les soignants, les remontées, la grève des urgentistes qui remonte à bien avant le Covid. Cet effondrement-là, il est perpétuel, permanent. Il n'a fait qu'empirer. Il y a le numerus clausus, bien sûr, mais aussi les conseils des cabinets de conseil qui ont demandé à ce que l'hôpital de flux soit la norme. Les maternités qu'on a continué de fermer alors que le taux de natalité était le même. Et on se demande maintenant pourquoi il y a autant de mortalité infantile en France et que ça remonte. Les personnes qui sont laissées 11 heures dans les services d'urgence et qui finissent par mourir dans ces services d'urgence. Et puis les témoignages. J'ai une amie qui était infirmière en pédiatrie, en urgence pédiatrique, elle n'a pas tenu. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez pas faire un travail, vous faites de la maltraitance, y compris pour des enfants. Et quand vous rentrez chez vous, c'est quelque chose, vous vous sentez pas bien en fait. Vous avez signé pour faire un travail de soins, pour vous occuper des gens, et vous vous rendez compte que toute la journée, vous gérez de la souffrance. Et vous créez de la souffrance parce
parce que vous êtes incapable de faire votre travail. Ça, c'est pas un rapport flash d'un macroniste qui va changer quoi que ce soit à la donne. Non, mais vous êtes un peu sévère avec François Braun. Il est à la tête de SAMU Urgences de France et il a envoyé, il avait publié une lettre avant même cette mission flash, agir sur les réseaux des urgences, anticiper les difficultés. Une lettre qui fait 2 pages qu'il a envoyée au ministre de la Santé. Vous savez comment ça va finir? Ça va finir avec un numéro vert. Voilà, 3615 urgences. Vous êtes sûr de vouloir aller aux urgences? Est-ce que vous voulez pas rester chez vous et prendre un Doliprane? Ça va être ça. Oui, je sais pas. C'est sur l'hôpital, on a entendu ces derniers temps et avec la une de Match, ces soignants qui ont affiché leur fiche de paye et puis les conditions dans lesquelles ils travaillent et puis ces intérimaires aussi, qui gagnent 3 fois, qui gagnent 3 fois ou 4 fois. Et quand j'entends Martin Hirsch dire la drogue douce que représentent ces mercenaires comme ils les appellent, qui fournit la drogue? C'est quand même l'hôpital qui produit ça. Donc, qu'est-ce qu'on attend? La difficulté des urgences aujourd'hui, c'est que l'offre de soins quotidienne en milieu hors urgence en ville n'est plus assurée, très clairement. Le week-end de l'Ascension, où que vous soyez en France, c'était compliqué de trouver un médecin pour un bobo. Et puis que derrière les urgences, les hôpitaux ne sont plus en mesure, n'ont pas assez de lits pour accueillir les pathologies plus graves. Donc, résultat, les urgences sont le réceptacle à la fois d'une bobologie qui n'a rien à y faire parce que les patients sont suffisamment graves, et de personnes qui elles, font des infarctus, des accidents vasculaires plus graves, mais qui patientent, qui attendent, parce qu'on n'a pas dans les étages supérieurs des hôpitaux les lits pour les accueillir. Donc voilà où on en est. On a les lits, on n'a pas les infirmières, c'est ça le problème. Où on a les lits, on n'a pas les personnes pour mettre en face. Donc le résultat, c'est que tout le monde arrive aux urgences, c'est la thrombose, c'est la dégradation des conditions de travail et de l'accueil des patients. Mais on l'a dit l'école, on a dit l'école tout à l'heure, la santé aujourd'hui. Je pense que ce qui nous manque, nous, Français, c'est qu'autour de 3 grandes thématiques, on a parlé de l'éducation, de la santé, de la sécurité, qu'on se dise très clairement où on va, qu'est-ce qu'il nous faut comme moyen, qu'on soit beaucoup plus dans le quoi qu'il en coûte, parce qu'à un moment donné, vous dites bien que du personnel qui est mal sous-payé, les gens sont humains, on peut pas leur demander de continuer comme cela. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire ensemble et qu'on le fasse? Parce que vous voyez, on vient de dire qu'il y a eu des rapports, il y a eu des rapports en éducation, il y a eu des rapports en santé, il y a eu des tas de rapports. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller? Mais c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de vocation, Judith. C'est une question aussi d'exercice et de gestion humaine absolument désastreuse à l'hôpital. C'est une question de temps perdu. Un tiers du temps des soignants, qui soient médecins ou infirmières, à taper sur l'ordinateur au lieu de s'occuper de soigner là. Et puis c'est aussi une question de rétribution quand même. Tout est la source du problème étant la mauvaise articulation entre la médecine de ville, comme disait à juste titre Pascal, et l'hôpital. Il faut savoir que la consultation d'un médecin de ville, tarif officiel, tarif Sécu, c'est 25 € pour 10 ans d'études. Étonnez-vous qu'on manque de médecins en France. Pardonnez-moi, 25 €, il faut ramener au coût, à la charge de fonctionnement d'un cabinet médical. C'est fini. Merci à tous les 4. Dans un instant, André Berkoff. Très bonne journée. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Vrai Sud Radio. Parlons vrai.